Là, je vais me tourner à ma gauche, Monsieur Laurent Chrétien, pour les usages, pour se poser la question de savoir est-ce que nous sommes à la fin d'un modèle économique. Et donc, on va s'intéresser plus particulièrement au monde virtuel. Donc, Monsieur Laurent Chrétien, vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Vous êtes fondateur de Comodol, prestataire de services axés sur le métavers et les mondes virtuels pour la formation, la collaboration à distance, l'événementiel, et vous déployez des mondes virtuels pour vos clients. Donc, le métavers a fait un gros buzz l'année dernière. Bon, c'est rituel, chaque année a sa nouvelle tendance au niveau médiatique. Mais ça a été dépassé, le métavers a été dépassé par l'IA, comme tout le monde le sait. Et quant au métavers aussi, il n'a peut-être pas eu le succès qu'on pensait qu'il aurait, parce qu'on ne voit pas tellement les usages, et on dit aussi que la technologie n'est pas tout à fait prête. Alors, où en est le métavers? Quelle est la différence entre métavers et monde virtuel? Pour quel usage? Est-ce qu'on a besoin de ces mondes virtuels? Je vous laisse répondre. Merci Sylvie. Beaucoup de questions d'un coup. Je vais essayer de les prendre et en 5 minutes. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors d'abord, je voudrais revenir sur la science-fiction. Vous avez dit qu'elle est inspirante. Et elle l'est, et je pense qu'elle le reste. Voilà, faut rester attentif, parce que pour moi, c'est les science-fictionneurs qui créent le monde et la technologie de demain. Vous n'avez pas cité Matrix, inquiétant, on aurait pu. Voilà. Pour autant, il y a aussi des sujets spirituels et philosophiques. Je vous invite à lire le phénomène humain de Pierre Teilhard de Chardin, qui peut éclairer le chemin de l'intelligence artificielle, écrit, je sais plus, début du XXe siècle, publié en 1955, et précurseur sans doute de ce que peut être cette révolution numérique que je prendrais au sens large, l'IA évidemment étant le sujet le plus prégnant aujourd'hui, et c'est pas un hasard si pour le coup le métavers s'est fait déborder par l'intelligence artificielle. C'est que c'est un vrai sujet qui s'ajoute à la blockchain, évidemment, puisqu'on parle du Web 3, qui s'ajoute à la capacité de stockage des données, de diffusion de la donnée, de captation de la donnée, de restitution de cette donnée. Vous avez parlé de Ready Player One. Ready Player One est l'exemple à peu près parfait de ce que seront les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, ce qu'on veut, en 2045. Déjà, toutes ces technologies existent et sont plus ou moins avancées, mais elles existent déjà toutes. Donc, et quand on prend la convergence de tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pour l'homme la possibilité de créer de nouveaux territoires. Et ces territoires sont les mondes virtuels. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de mondes virtuels. Je ne sais pas si le micro passe bien. Ouais. Comment? Un peu trop près. Ok, je me recule. Donc les mondes virtuels sont des nouveaux territoires qui permettent à l'homme d'assouvir sa quête éternelle de conquête, d'exploration. Sauf que là, c'est nous qui créons nous-mêmes ces mondes virtuels. Le jour où ces mondes virtuels seront interconnectés, interconnectables, ou de la même façon qu'on passe dans le Web 2 d'un lien hypertexte, grâce à un lien hypertexte d'une page web à une autre page web, demain, quand vous pourrez passer d'un monde virtuel à un autre monde virtuel, simplement en cliquant sur la porte des étoiles qui va vous amener d'un monde virtuel à un autre, eh bien on aura le métavers avec un grand M. Aujourd'hui, dans l'acception courante, les mondes virtuels sont des métavers avec un petit M. Voilà, c'est juste pour clarifier le sujet. Et plus les technologies dont on a parlé au départ, blockchain, intelligence artificielle, cloud computing,
puissance des réseaux, captation de données, interconnexion des données, si on parle de jumeaux numériques, l'IoT ou la capacité d'aller chercher de l'information réelle et de l'amener dans le virtuel pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir entraîner, pour pouvoir habituer, eh bien tout ça va faire que les mondes virtuels vont devenir de plus en plus visibles, un peu comme un iceberg. Voilà, plus vous avez sa base imposante, plus les territoires émergés seront importants, et c'est en train d'advenir. Alors en termes d'usage, puisqu'on a posé la question des usages, j'espère que je suis dans le timing, puisqu'on a posé la question des usages, d'ores et déjà, vous avez à peu près la totalité du CAC 40 qui explore ces mondes virtuels. On a la chance d'en accompagner plus de la moitié, et les explore. Pourquoi? Les explore au départ dans un mode résilient. C'est né de la période un peu Covid, là, où il fallait qu'on puisse réunir, rassembler des gens dans des terrains qui n'étaient pas physiques, mais digitaux. Donc on a fait beaucoup d'événements. Depuis la fin du Covid, il y a eu un petit flottement sur les événements, et maintenant c'est beaucoup plus les sujets ressources humaines. Comment est-ce qu'on rassemble à distance des gens qui sont un peu séparés, éclatés entre les bureaux physiques, le télétravail, le coworking, etc. Comment on leur recrée un univers cohérent et d'appartenance à la marque, à l'entreprise. Donc on fait du recrutement, on fait de l'onboarding, on fait beaucoup de formations, on commence à avoir des campus de formation continue d'entreprises qui s'installent, enfin qu'on aide à s'installer dans les mondes virtuels, et des écoles d'enseignement aussi. Donc voilà, donc on a parlé d'événementiel, on a parlé de ressources humaines, on peut parler de plus en plus, et ça va faire le lien avec la partie blockchain, NFT, donc tout ce qui est vente et promotion. Comment est-ce que on va vendre, comment est-ce que demain on va vendre des produits, des services dans ces mondes virtuels, ou inversement, comment est-ce que via le nouvel Internet, il va falloir des lieux virtuels pour pouvoir vendre ces nouveaux produits. Voilà. Et nous, on ne s'intéresse que aux pratiques B2B, et après vous avez tout le terrain du jeu vidéo, du gaming, de l'entertainment de façon générale, peut-être même de nouveaux types de tourisme qui auront lieu dans ces mondes virtuels. Alors, exactement, avec un gros impact, malgré ce qu'on dit sur la consommation évidemment du numérique. Malgré tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on économise en ne déplaçant pas les gens. Donc du CO2, évidemment, du temps, de l'argent, il y a pas mal d'avantages. Voilà. Et puis tout ça, il faut le faire de façon éthique, en faisant attention à la donnée. Moi, je considère que la donnée n'est pas une fin en soi. Même si ça fait partie, pour parler du modèle économique, est-ce qu'on est en train de vivre une révolution du modèle économique? Moi, je crois qu'on est arrivé au bout, et j'espère qu'on est arrivé au bout du fonctionnement des médias sociaux, que les gamins vont, s'ils explorent le Web3 et le monde virtuel les mondes virtuels avec le même état d'esprit que ce qu'ils ont fait sur le Web 2, je pense que la science-fiction et les dystopies dont vous parliez nous ont suffisamment alertés pour dire que c'est inacceptable d'un point de vue social et humain. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. On va continuer notre exploration sur les noms de domaine, les noms de domaine NFT, noms de domaine Web3. Donc, avec toutes ces extensions, notamment celle qui est la plus connue en .ETH, Ethereum. Donc, Jean-François Poussard va nous parler de cette question. Donc, il est le cofondateur de Solid Names. Donc, comme le nom de la société l'indique, son domaine, c'est les noms de domaine. Et depuis une vingtaine d'années, là, vous travaillez dans le secteur et vous avez connu donc, la fin du Far West des noms de domaine. On se rappelle de l'époque où il y avait beaucoup de cybersquatting et de jurisprudence et de décisions de justice. Donc, le Web3, donc, apparemment, ça a l'air d'être le nouveau terrain de jeu du cybersquatting. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour y remédier? D'abord, avant
en quoi consistent ces noms de domaine? Quels sont les usages? Encore une fois, est-ce qu'on est vraiment dans un monde sans foi ni loi? Et y a-t-il un modèle de résolution des litiges? Je vous laisse 5 minutes. Okay. Merci. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter à parler de ce sujet des noms de domaine des décentralisés. Donc, pour les comparer par rapport aux noms de domaine centralisés tels qu'on les connaît. Donc, un nom de domaine tel qu'on le connaît, c'est une chaîne de caractères avec une extension. Et on utilise tous les jours des sites internet ou des mails en .com ou en .fr. Tout ça est régi par l'ICANN, qui existe et qui s'occupe donc de la réglementation et de la capacité à avoir dans une racine DNS, en fait, des extensions Internet et des noms de domaine. C'est un système qui est centralisé, qui fonctionne avec des registres, avec des bureaux d'enregistrement et des résolutions de litiges qui ont fait donc leur apparition à la fin des années 90, avec la mise en place de résolutions de litiges pour les noms de domaine classiques. Aujourd'hui, il y a, pour donner une échelle de valeur et pour comparer avec les noms de domaine décentralisés d'ici quelques instants, on a 350 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde aujourd'hui, des noms de domaine classiques, dont 160 millions sont concentrés sur le .com, qui est l'extension la plus connue et sur laquelle il y a le plus de transactions, notamment parce que pour récupérer un nom de domaine hors cas de litige, on va racheter un nom de domaine quand il correspond à une nouvelle marque, par exemple. Depuis maintenant 2017-2018, vous avez peut-être déjà entendu parler de nom de domaine de type .eth. Le .eth, si vous allez sur le site officiel de l'IANA qui référence en fait toutes les extensions Internet officielles, on ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce que le .eth est une extension Web3, donc qui fonctionne avec des noms de domaine décentralisés qui sont basés sur la blockchain. C'est une société qui s'appelle ENS, qui a mis en place aujourd'hui et qui commercialise les noms de domaine en .eth. Alors, ça ressemble à un nom de domaine, c'est une chaîne de caractères, Solid Names, qui va être associée à une extension, le .eth en l'occurrence. Ça y ressemble dans le sens aussi où lorsque vous enregistrez un nom de domaine en .eth, il y a une date d'expiration. Comme un nom de domaine, vous savez que vous devez renouveler votre nom de domaine pour le conserver. Donc il y a des points quand même assez importants qui permettent, on voit des similarités. Toutefois, il y a des éléments qui sont plus complexes, c'est-à-dire que quand vous allez enregistrer un nom de domaine en .eth, il va déjà falloir le payer en crypto-monnaie. Donc, il faut avoir un portefeuille en crypto-monnaie avec de l'Ethereum. Et là, déjà, pour pas mal de PME ou même grands comptes, avoir un portefeuille en crypto-monnaie et alimenter ça, nous, la première fois qu'on a commencé à faire ça, notre comptable, il nous a regardé avec des yeux comme ça. Attendez, c'est quoi cet argent qui sort de votre société, là? On a dû lui expliquer. Donc ça, c'est un frein, entre guillemets, pour les TPE, PME qui veulent aller sur ce terrain-là, ce paiement-là. Donc, vous avez des frais de registre, l'argent que va avoir ENS, vous allez payer aussi des frais transactionnels qui sont des frais de gaz qui vont qui font partie du prix d'un nom de domaine en .eth et puis parfois les honoraires du prestataire par lequel vous allez passer pour sous-traiter cette activité. Et là, vous allez avoir un nom de domaine en .eth. Il y a aujourd'hui, donc je vous ai dit, il y a 2,8 millions de noms de domaine déposés en .eth, donc on voit quand même que c'est beaucoup moins important que les noms de domaine classiques. Et il y a un autre acteur qui s'appelle Unstoppable Domains, qui va lui avoir 10 extensions qu'il propose. Donc il y a le .nft par exemple, le .wallet, le .crypto, etc. Lui, il propose la commercialisation de ces noms de domaine à vie. Ok, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date d'expiration. Le nom de domaine, soi-disant, vous appartient à vie. Il a, comme le fait un petit peu le .eth, mais lui il est encore plus poussé, quand un nom de domaine est plus court, vous allez payer plus cher, parce qu'ils se disent qu'un nom de domaine de 2, 3, 4 caractères, mais il a une valeur, il est beaucoup plus rare en fait, qu'un nom de domaine qui va faire 12, 15 caractères, et donc ils vont le vendre plus cher avec des tarifs premium. Alors, qui enregistre aujourd'hui des noms de domaine en .eth, et quel est l'usage? Alors, l'usage bienveillant, ce serait, pour peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont un portefeuille en crypto-monnaie avec un wallet, c'est une série de chiffres et de lettres de plus de 42 caractères qui est impossible à mémoriser. En fait, à quoi ça sert aujourd'hui? Si un de nos clients veut nous payer en crypto-monnaie, il va nous payer sur solidnames.eth, tout simplement. Et c'est de cette façon-là qu'on va récupérer son paiement en crypto-monnaie. Donc ça, c'est l'usage le plus simple et beaucoup plus simple à mémoriser en fait que cette série de chiffres qui est impossible. Donc ça, c'est dans l'idéal, mais dans les faits, aujourd'hui,
sur les noms de domaine en .eth et sur les noms de domaine unstoppable domain, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est que du cybersquatting. Quasiment que du cybersquatting, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont enregistrer ces noms de domaine-là dans l'espoir de le revendre plus cher. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procédure extrajudiciaire de résolution de litige type UDRP qu'on connaît au niveau de l'OMPI. Ça n'existe pas. Parce qu'on est sur un système décentralisé. Donc, la seule façon, et pour faire simple dans le temps imparti, peut-être qu'il y aura des questions après, pour récupérer son nom, qui est aujourd'hui quasiment, si vous êtes une marque de renommée ou notoire, ou même une PME importante, vous pouvez être quasiment sûr que votre nom est cybersquatté. La seule façon de le récupérer, c'est de payer celui qui est en train de vous voler. Et Gucci, par exemple, Gucci.eth, a racheté pour 12 ETH son nom de domaine Gucci.eth, donc c'était l'équivalent de 34 800 €. OK. Donc il y a quelqu'un qui l'a déposé pour l'équivalent de 10 € et qui l'a revendu ce prix-là auprès de Gucci. Donc c'est vraiment pas évident pour les marques d'appréhender sur ces terrains de jeu, surtout qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer une extension. On l'évoquait avec les smart contracts aujourd'hui. Créer une extension, c'est très simple. Alors qu'au niveau de l'ICANN, il y a tout un process à respecter pour avoir son extension. Créer une extension Web3, c'est très simple. Après, il faut qu'elle soit rassociée et avoir des accords pour que des navigateurs puissent fonctionner avec, des portefeuilles en crypto-monnaie. Mais n'importe qui peut créer sa propre extension sur la base de smart contracts. Donc, on peut avoir vraiment des extensions Web3 qui se multiplient de façon très importante. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on recommande, nous, aux marques, si vous avez la chance, entre guillemets, de ne pas avoir votre nom cybersquatté en .eth, prenez-le. C'est aujourd'hui l'équivalent du .com en termes de popularité. Et mettez en place un système de surveillance de marque parmi les noms de domaine également décentralisés pour être alerté si quelqu'un enregistre le nom qui va reprendre votre marque. Merci beaucoup. Merci à vous. De toute façon, il n'y a pas d'autorité centralisatrice, donc de toute façon, il n'y a pas de contrôle possible. À ce jour, ou à envisager ou à imaginer. À ce jour, voilà, la possibilité, c'est que ces structures comme Unstoppable Domains ou ENS trouvent des accords avec l'OMPI. Mais dans ce cas-là, le côté anti-censure qui propose, qui met beaucoup en avant, quelqu'un pourrait finalement vous reprendre votre nom de domaine avec une décision UDRP, comme c'est aujourd'hui le cas sur les noms de domaine classiques. Et une autre piste, c'est qu'ils fassent un petit peu le ménage, c'est-à-dire que Unstoppable, j'ai oublié de le dire dans les 5 minutes à partie, typiquement, aujourd'hui, quand vous avez une marque qui est enregistrée aux États-Unis, donc à l'USPTO, votre nom, quand vous faites une recherche de disponibilité, votre nom est bloqué. En fait, il n'y a que la marque qui peut l'enregistrer. Donc on voit qu'ils commencent à aller sur certains mécanismes. Et est-ce qu'ils vont aller, comme sur Twitter, Facebook ou autres, avec des procédures de dénonciation en ligne pour que les marques puissent « attention, j'ai la marque, il n'a pas le droit de l'avoir » et le récupérer. Ça peut être des pistes pour la suite. Mais actuellement, il n'y a pas de procédure de résolution de litige qui existe pour ce type de cybersquatting. Donc le Web3, c'est une promesse de décentralisation et de liberté, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance à vouloir à recentraliser, à se concentrer à nouveau? Oui. Sur les marques, je pense que pour que les marques investissent sur ce terrain-là, et elles le font. Gucci utilise son .eth. On voit Lacoste aussi qui a lancé une collection de NFT avec un nom de domaine spécifique aussi. Donc les marques vont sur ce terrain-là et elles auront besoin d'un cadre, à mon avis, juridique pour qui soit plus safe que ce qu'on a actuellement, pour pouvoir aller sur ces terrains de jeu de façon plus naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on est clairement sur une partie Far West, sur la partie nom de domaine. Mais sur les autres, sur le Web3 en général. Ouais. En général, on pourrait très bien imaginer, à partir des mécanismes smart contract, d'avoir des hiérarchies smart contract dont certains correspondent à des décisions de justice supérieures aux décisions implémentées au niveau commercial. C'est tout à fait envisageable, techniquement. Par contre, il n'y a aucune organisation de ce type pour le moment mise en place. Ouais, je crois que la réglementation, la régulation à la fois du Web3 et des mondes virtuels, puisque je le disais tout à l'heure, les mondes virtuels sont des territoires. Qu'est-ce qui empêche un jour d'avoir
un éditeur qui se déclare souverain, il bat sa propre monnaie et il embarque des entreprises chez lui, il prend des taxes, etc. Bon, on peut l'imaginer. Donc je pense que est-ce qu'il faut pousser la décentralisation et se dire que c'est la panacée? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a, comme dans toute chose, il y a un juste équilibre, une harmonie à trouver. C'est sûr que ça peut permettre d'aider à corriger un certain nombre de défauts que la surcentralisation du numérique a produit aujourd'hui. Pour autant, je suis pas sûr. C'est de la politique, hein. C'est capitalisme, anarchisme, c'est voilà. C'est une forme de libertarianisme, mais en même temps, je veux dire, tous les extrêmes ne sont pas bons. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Ça va permettre d'équilibrer. En ce qui concerne les mondes virtuels en particulier, moi, je suis intimement convaincu que demain, vous aurez des mondes virtuels qui seront très régulés, parce qu'il y a besoin d'identifier la personne, il y a besoin de la reconnaître, on a besoin de savoir qui est derrière l'interlocuteur à partir du moment où on va lui demander des transactions particulières ou des services particuliers. Et puis, il va y avoir des mondes virtuels dans lesquels je pense qu'il faut laisser des espaces de liberté d'expression et de créativité sans vouloir les réguler absolument, sans que ça devienne non plus un dark web, voilà, mais dans lesquels on pourra faire des choses qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Et c'est ça aussi la magie de la réalité virtuelle et des mondes immersifs. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Maintenant, j'aimerais passer la parole à la salle s'il y a quelques questions. Vous êtes côte à côte, vous êtes deux. Non, allez-y. Je ne sais pas comment on allume les micros. Le bouton rouge. C'est toujours le bouton rouge. Une question peut-être liée à ma déformation professionnelle. On parle beaucoup de liberté, la décentralisation génère de la liberté. Moi, je vois plutôt une liberté à la manière du Far West, où le pire est possible comme le pire. Dont vous parlerez tout à l'heure, j'imagine. Voilà. Et ma question, c'est quels sont les États qui seront en mesure de mettre des shérifs? Et si c'est possible d'y mettre des shérifs, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan économique, parce qu'effectivement, tout est possible dans ce Web 3.0. Je crois que de toute façon, on a déjà vu dans l'exemple précédent que les États étaient tout à fait à même de pouvoir imposer leurs règles au fur et à mesure du temps. C'est une question de timing, ça c'est très important. Mais regardons l'exemple de Libra, la monnaie numérique qu'avait voulu lancer Zuckerberg. Lorsqu'il a fait son annonce, qui était très astucieuse, en ayant 2,8 milliards de gens qui potentiellement pouvaient utiliser cette monnaie, en ayant tous les acteurs bancaires, les acteurs de paiement, Visa, Mastercard, Amex, etc., dans la boucle, en ayant les loueurs de voitures, en ayant les opérateurs hôteliers, il avait vraiment une porte ouverte pour développer sa monnaie. Alors, en fait, ça a été une décision politique de faire pression sur lui pour le faire arrêter. Et à partir de là, les monnaies numériques de banque centrale ont commencé à émerger, commencé à devenir une solution réaliste en se disant il vaut mieux qu'on fabrique nous-mêmes nos monnaies à nous sous le contrôle de la Banque centrale européenne, sous le contrôle d'autres gens, pour éviter cette perte de souveraineté. Et je crois qu'on est capable d'agir comme ça. Avec peut-être une petite différence, c'est que là, on peut cibler Mark Zuckerberg, parce qu'on est dans le 2.0. Dans le 3.0, c'est le citoyen. Oui, mais les moyens par lesquels la communication passe encore, on n'est pas encore dans la communication point à point, de personne à personne, qui est envisagée par certains, mais qui est encore un petit peu au-delà. On est encore dans un schéma où on a une action possible contre la personne individuelle au bout du compte. Donc de toute façon, les choses sont plus compliquées. Et puis, il y a toujours une volonté, si on prend l'exemple du piratage sur Internet. Il y a 20 ans, le piratage sur Internet, c'était la lutte entre les grands studios, Hollywood et compagnie, la SACEM, contre apparemment quelques éditeurs de logiciels pirates qu'on n'arrivait pas bien à maîtriser, etc. Dans la pratique, c'était une lutte contre France Télécom qui profitait largement du système pour développer la DSL.
Et la volonté était de laisser la DSL se libérer, parce que au moment où les gens voyaient l'intérêt de prendre du téléchargement pirate, ils voyaient l'intérêt de prendre un abonnement à DSL, et que la conversion à la DSL de l'ensemble de la France s'est fait à marche forcée grâce à ça. Et c'est à cette époque-là qu'on avait des panonceaux en 4x3 où télécharger tout ce que vous voulez. Il y avait écrit en petit légalement, mais bon, on savait bien ce dont il s'agissait. Donc je crois simplement qu'il y a des phases. Il y a des phases où on a intérêt à laisser du Far West, et puis ensuite on régularise les choses petit à petit. La question c'est sur quelle période de temps on fait cette régularisation. Si je peux me permettre pour compléter, on a toujours eu cette espèce de dualité. Il y a voilà, les bandits de grand chemin et les mousquetaires, les corsaires et les pirates, quel que soit j'allais dire la route, hein, qu'elle soit celle de chemin, qu'elle soit la mer ou qu'elle soit Internet, il y a toujours des pirates qui vont avoir besoin d'être régulés par des corsaires. On compte sur vous. Et voilà, et je pense qu'on est en train de vivre ça de façon complexe, parce que pour le coup, ça touche d'un coup d'un seul le monde entier, quoi. Et c'est pas facile. Avec Internet, en général. Oui, l'Internet, bien sûr, bien sûr. En fait, c'était une question un peu dans le même registre, c'était sur l'autorité dans les mondes virtuels. La première régulation, ça reste quand même les T's and C's, les conditions générales d'utilisation de chacun des mondes virtuels. C'est la première règle, c'est le contrat, c'est ce qu'on accepte de suivre, de même que quand on va sur un site web. Mais après, quand il y aura l'interopérabilité entre les différents mondes virtuels, c'est en ça que ça rejoint la question précédente, comment est-ce qu'on va avoir une régulation à l'échelle de l'ensemble des mondes virtuels? Moi, je ne pense pas qu'on arrive à une régulation. Et je pense qu'effectivement, il y aura un peu de tout, des zones de non-droit, et puis des zones où il y aura une possibilité de contrôler. Et l'équilibre va se trouver là, je pense. Ouais, c'est un peu, c'est la douane, quoi. C'est le pont, c'est le pont qu'on va contrôler pour passer d'un monde virtuel à un autre. Aujourd'hui, il commence à y avoir des interopérabilités chez un même éditeur, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un monde virtuel d'un éditeur au même éditeur sans trop de problèmes. C'est sûr que quand on passe à un autre éditeur, bah là, qu'est-ce que le set de données qui est attaché à mon avatar devient? Est-ce que je le laisse là où j'étais et je prends le nouveau set de données? C'est voilà, je change de corps, je garde mon âme, qu'est-ce que je fais, tu vois? L'incarnation et la capacité à passer d'un monde virtuel à un autre est un vrai sujet dans les 5 ans qui viennent. Moi, ce que je crois, c'est que potentiellement, la meilleure voie, ce sera quand même, pour réguler ça, c'est quand même autour de l'avatar que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir de multiples terrains de jeu, des multiples territoires, de multiples mondes virtuels. Le dénominateur commun, c'est l'avatar. Et si on veut en plus pouvoir aller se déplacer dans de monde en monde, c'est quoi le principal intérêt? C'est quand même l'humain. C'est quand même d'aller retrouver la personne qu'on a envie d'aller rencontrer, de l'interroger, ou les gens qu'on a envie de rencontrer. C'est beaucoup moins l'information qu'aujourd'hui. On revient, je trouve que les mondes virtuels réhumanisent le web de façon générale, parce qu'on est dans du synchrone. On sort de la synchrone. Et justement, dans les mondes virtuels et la possibilité de passer de l'un à l'autre, un des enjeux des NFT, c'est pas ça, justement, en s'appuyant sur la blockchain, de pouvoir emporter avec soi, au travers de son avatar, ces différents NFT, ses armes, ses outils, des traits de sa personnalité, des choses comme ça. C'en est où de l'interopérabilité sur les NFT dans le web 3.0 ? C'est tout à fait émergent. Tout à fait émergent. Tout à fait émergent. Il y a quelques, enfin, il doit y en avoir 2 ou 3 boîtes qui se sont spécialisées dans l'avatar et qui, du coup, autour de l'avatar, ont leur wallet d'NFT, hein, de costumes, de chapeaux, voilà, bientôt les voitures et compagnie. Mais c'est vraiment hyper balbutiant, hein. Et la plupart des mondes virtuels, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui
pertinents et répondent aux besoins des entreprises pour les usages dont j'ai parlé tout à l'heure, aucun n'est blockchainisé pour le moment. Pour le moment. On va continuer parce que le temps avance. Donc je vais appeler la prochaine table ronde. Donc nous allons parler des usages en matière de données personnelles et de contenu. Donc Madame Nathalie Lanoret, Monsieur Cornu. Merci.